On parle des questions d'actualité ce matin, un fort taux de croissance, mais la pauvreté persiste. La question du déguerpissement, relogement via le concours de l'État, les élections législatives qui pointent à l'horizon. Nous sommes avec Monsieur Aristide Manfoumbi. Monsieur Aristide Manfoumbi, bonjour. Bonjour, Monsieur Ngoma. Alors, le taux de croissance inquiète au niveau du Gabon, mais la pauvreté, bon, enfin, il est fort. Certes, le taux de croissance est fort, mais la pauvreté persiste. Le World Bank Gabon économique a indiqué qu'une croissance d'environ 2,9% pour l'année 2024. Toutefois, l'inflation reste significative et donne un indicateur de 34,6% au niveau de la population. N'est-ce pas une information inquiétante selon vous, non? Écoutez, nous ne sommes pas surpris. Depuis plusieurs décennies, le Gabon a toujours été considéré comme un pays atypique, avec des fortes richesses, mais une population vivant sous le seuil de la pauvreté. C'est peut-être un signe qu'il faut pouvoir briser. Les nouvelles autorités viennent donc de prendre les rênes du pays. Le taux de chômage reste toujours élevé, notamment chez les jeunes. La dette publique est toujours très importante. Il y a certaines mesures qui sont prises, mais dont les résultats ne se donnent pas encore à lire concrètement dans le quotidien des Gabonais et des Gabonaises. Nous souhaitons simplement que les Gabonais ressentent cette croissance dans leur assiette. C'est d'ailleurs le souhait de chacun d'entre eux. Mais nous ne le ressentons pas encore. Nous pouvons peut-être penser que il faut donner aux autorités encore quelques temps pour que le changement de mentalité, la bonne gouvernance s'installe et que la lutte contre la corruption également soit une réalité et pas une chimère. Parce qu'on ne peut pas comprendre que les organismes internationaux indiquent cette croissance et qu'on ne la ressente pas dans notre quotidien. Fondamentalement, vous dites que les Gabonais ne ressentent pas encore réellement dans leur assiette justement ces mesures qui sont prises ici et là. Lors de la transition, on a vu des décaissements de 7 milliards ici, 7 milliards par là. Mais au fond, est-ce que nous avons, j'ai envie de dire, la suite de justement de ces fonds qui ont été décaissés? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut avoir une lueur d'espoir en se disant que cet argent a été mis pour tel ou tel projet qui voit aujourd'hui le jour? En tant qu'observateur de la vie publique de mon pays, je vous dirais simplement que il y a depuis quelques mois seulement certains chantiers qui reprennent au niveau de l'intérieur du pays et même de la capitale. Mais soulignons clairement que les institutions ne valent que par les personnes qui les dirigent. J'ai pointé la nécessité de lutter contre la corruption. Il y a 7 milliards qui ont été déposés dans plusieurs provinces, mais les 7 milliards n'ont malheureusement pas, dans certaines provinces, généré les résultats attendus. Mais il a fallu qu'il y ait un certain nombre de contrôles pour que certaines entreprises, dans certains domaines, dans la construction des établissements, dans la construction des hôpitaux, puissent reprendre donc leur activité. Mais nous soupçonnons très sincèrement une mauvaise gestion par ceux qui ont été délégués par les autorités dans le cadre de la gestion de ces ressources-là. Et nous voulons effectivement que les choses changent et c'est pourquoi effectivement les autorités devraient faire l'effort de combattre la corruption avec la plus grande énergie. Au-delà de la construction des établissements, écoles et tout ce que vous avez nommément cité, il y a la question de la reconstruction ou encore l'urbanisation de la ville, du pays, selon les plus hautes autorités, en tête desquelles le président de la République, Buscoter Oligui. Tout récemment, derrière l'Assemblée, il y a des populations qui se sont vues être déguerpies. Et il y a un plan de relogement qui est soit mis en avant pour que ces populations soient relogées, mais au fond, la question qui reste posée, quid de tous ces déguerpissements? Quelle est l'observation que vous faites en
en tant qu'observateur de la vie publique, mais au-delà de cela, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a eu quelque part un vice de procédure? Bon, oui et non. Nous dirons que ce projet est un projet qui date de plusieurs mois. Les autorités, les anciennes autorités avaient déjà approché certains Gabonais pour leur indiquer que ces espaces occupés étaient donc des espaces d'utilité publique et certains d'entre eux avaient été indemnisés. La preuve, c'est que la liste de certaines familles indemnisées a été rendue publique par le ministre de l'urbanisme. Et donc, nous comprenons parfaitement que certains Gabonais étaient au fait qu'il y avait une opération en perspective. Et ces derniers ont permis à d'autres Gabonais, ne sachant pas qu'il y avait un projet, de s'installer quelquefois dans leur demeure, tandis que d'autres sont même restés. Donc nous comprenons qu'il y a un manque de crédibilité, il y a un manque d'intégrité de la part de ces Gabonais et Gabonaises, et nous ne pouvons pas manifester de compassion particulière à leur endroit. Par contre, il y a certains qui sont les victimes. Les victimes, c'est plutôt ceux qui se sont installés sans savoir qu'il y avait cette opération. L'État aussi aurait dû prendre la mesure de la situation en vérifiant que tous ceux qui étaient prétendus avoir été dédommagés avaient été bel et bien dédommagés. Mais nous constatons que dans cette veine, beaucoup n'ont pas été dédommagés et n'avaient même pas été approchés. Donc, ils ont été surpris par cette opération et c'est ce que nous trouvons quand même assez regrettable. Nous devons donc tirer des leçons pour que dans les jours, les années qui viennent et pour les autres sites, un travail minutieux soit fait au préalable pour éviter ce genre de situation déplorable des familles qui dorment à la belle étoile. Ce n'est pas une bonne image pour le Gabon, ni sur le plan local que sur le plan international. Au-delà de cette question, il y a l'élection législative qui pointe à l'horizon, l'élection législative prévue essentiellement en septembre 2025. Il y a cette question de la création des partis politiques tels que définis par la nouvelle loi. Est-ce que vous paraissent raisonnables? Sommes-nous pas là en train d'encastrer, j'ai envie de dire, les partis politiques avec des mesures comme 12 000 adhérents par parti, un compte bancaire et un député, un représentant voilà, qui puisse être au sein de ces partis? Mais écoutez, la loi n'est pas rétroactive. On a demandé à tous les partis politiques de se mettre à jour. On leur a concédé, je crois, 6 mois pour que chaque parti politique se mette à jour. Maintenant, en ce qui concerne les nouvelles créations de partis, effectivement, cela devrait justifier ou encore satisfaire les exigences qui ont été déclinées par les gouvernants. Mais ce ne sont pas des lois qui se prennent ex nihilo. C'est souvent des lois qui ont fait l'objet de participation inclusive des acteurs politiques. Donc, je crois que l'objectif est, ne voyons pas le mal dans toutes les mesures qui sont prises par les autorités. Derrière cette mesure, il y a quand même une volonté d'exorciser les faux partis politiques. Quand je parle de faux partis politiques, ce sont des partis politiques qui existent simplement dans des sacs et sur les papiers. Beaucoup n'ont pas de siège. Beaucoup n'ont pas de compte bancaire, donc ne peuvent pas justifier d'une comptabilité vérifiable par la Cour des comptes. Beaucoup, quelquefois, n'ont pas de membres. Vous avez un peu les deux tendus et se réclament être des leaders politiques. Nous croyons que le Gabon ne vit pas en vase clos. Ça se passe en Europe et même dans la sous-région d'Afrique centrale. Tout le monde, quand vous voulez être un homme politique, vous devez être quelqu'un de crédible, quelqu'un de sérieux, avoir une certaine moralité, et cela se donne à lire par la façon dont vous vous organisez sur le plan politique. Vous devez on doit pouvoir avoir la preuve que vous êtes implanté sur l'échiquier national. Alors, et cela devrait donc en fait exiger de votre part que vous ayez des fichiers, que vous ayez des adhérents
Au lieu simplement de voir ce que nous avons toujours vu, c'est un spectacle un peu triste. C'est un leader avec ses enfants, sa femme, et généralement c'est des gens qui ne participent même pas au suffrage universel, qui ne participent pas à aucune élection. Or, on est leader politique pour participer aux élections. Succinctement, je pense que ça va permettre, oui. ça va permettre aux leaders d'aller dans ce sens. Succinctement, 2 sièges sont réservés aux Gabonais résidant à l'étranger pour la zone Afrique-Europe et un autre pour la zone Amérique-Asie. Cela vous paraît-il raisonnable alors qu'on sait même que la plus grande diaspora gabonaise se trouve en Europe, précisément en France? Écoutez, je ne vais pas répondre par oui ou non. Je ne vais pas vous dire que c'est bon ou mauvais. Je vous dirais simplement que c'est quand même quelque chose qui n'existait pas il y a encore quelques années. Cette disposition, elle est récente et elle est voulue par les nouvelles autorités. Elle est voulue par le législateur. Donc nous pouvons simplement la saluer et espérer que dans les jours, les mois, les années qui viennent, peut-être que le nombre de sièges soit augmenté pour de l'étranger. Mais somme toute, reconnaissons quand même que c'est déjà une avancée. Ça permet aux Gabonais qui sont à l'extérieur de pouvoir réclamer ce qui leur revient comme droit. Les Gabonais qui vivent au Gabon ou à l'extérieur ont le droit naturel, le droit divin, le droit constitutionnel de pouvoir se prononcer sur la vie de leur pays. Avez-vous l'intention de vous présenter? Avez-vous l'intention de vous présenter? C'est peut-être trop tôt pour le dire à l'antenne. Nous observons, nous regardons si d'aventure les conditions s'y prêtent, nous pourrons au moment venu décider de ce qu'il faudra faire. Monsieur Aristide Monfumbi, merci.